BIP, rencontre du mois. Chaque mois, Brussels Information Press vous propose une analyse sur des sujets politiques, économiques, socioculturels avec un ou plusieurs invités. BIP, rencontre du mois est un programme de Brussels Information Press. Quand on arrive à une situation où on normalise des naissances je vais même dire plutôt des conceptions qui excluent complètement la présence d'un des deux parents, en fait, on normalise la perte de repères. La PMA, c'est qu'il y a quelque chose derrière de bon. Il y a un désir d'enfant. Un désir d'enfant chez les couples d'hommes, chez les couples de femmes, chez les personnes célibataires. Ça, c'est quelque chose de bon. Mais est-ce que toutes les méthodes sont bonnes pour combler ce désir? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire pour combler ce désir? Aujourd'hui, il y a un culte des désirs qui veut qu'on doit remplir ce désir, quel que soit le prix. J'inciterais les jeunes à s'informer ou les parents à faire le nécessaire pour que les générations qui suivent aient directement accès à ce genre d'informations, parce que je sais que c'est assez tabou dans énormément de familles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de rencontre du mois de février 2018. Après avoir œuvré pour la promotion de la famille papa, maman, enfant, notamment la défense des droits de la famille au sein du Parlement européen en tant que lobbyiste, en prenant part à l'élaboration des lois qui en découlent au sein de l'institution européenne, elle a décidé de continuer son combat en tant que citoyenne pour défendre les mêmes droits de la famille, mais aussi les valeurs humaines de la famille que sont le mariage, la conception de l'enfant, tout le processus de la naissance, l'évolution jusqu'à la fin de l'existence. C'est à travers l'Alliance afro-européenne de la famille qu'elle mène ses activités pour sensibiliser le grand public sur les sujets préoccupants du temps présent, mais aussi l'avenir de la société. Elle s'appelle Sarah Chikunambuyi. Accompagnée de 2 membres et en préparation à l'événement qu'organisera l'Alliance le 17 février 2018, elle a souhaité faire le point avec Brussels Information Press sur les questions éthiques concernant aussi bien l'avortement, le droit de la femme, enfants sans père ou encore la manipulation génétique. Rencontre. Vous faites un constat, celui d'une évolution de la société vers une redéfinition de la famille. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de façon plus explicite? Le constat que je fais concrètement, c'est pas uniquement l'érosion des valeurs familiales, c'est qu'on arrive en fait malheureusement dans une situation où il y a une perte d'identité, en fait tout simplement. C'est-à-dire que de tout temps et dans toute société, un enfant a toujours eu besoin de repères, à savoir un père et une mère, et au-delà, bien sûr, hein, les grands-parents, l'histoire de la famille et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, quand on arrive à une situation où on normalise des naissances je vais même dire plutôt des conceptions qui excluent complètement la présence d'un des deux parents, en fait, on normalise la perte de repères, ce que je suis en train de dire. Et on la provoque, on la normalise, et donc on arrive à une situation... Une situation où il n'y a pas d'issue pour la cellule familiale telle qu'on la connaît, en quelque sorte. Pas d'issue pour la famille, et puis aussi, il ne faut pas exclure la réalité que la perte d'identité va automatiquement entraîner des conséquences telles que des dépressions, c'est déjà le cas de toute façon, des problèmes de dépression, des problèmes de suicide, des problèmes d'addiction à l'alcool, à la drogue et toutes ces choses-là. C'est une réalité, c'est une réalité qui existe déjà. Qui peut arriver à ces enfants qui sont nés de la procréation, c'est ça? Qui peut leur arriver, mais plus que ça en fait, hein, parce que là on parle uniquement de ce sujet-là, mais de manière générale, un enfant qui grandit sans les repères fondamentaux que sont ses parents et toute son histoire, de toute façon, vous ne pouvez vous attendre dans la majorité des cas qu'à malheureusement des individus avec de sérieux problèmes. Ouais, voilà, exactement. Ben, c'est déjà le cas, je prends un bête exemple si je puis me permettre, mais quand on parle de la population incarcérée, la population afro-américaine incarcérée, donc abusée en Amérique, dans plus de 80% des cas, nous parlons d'hommes qui ont grandi sans papa, ou en tout cas sans figure paternelle sur laquelle compter. C'est une perte de repères. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que au travers de certaines méthodes de procréation médicalement assistée, on normalise ce problème. Et on ne se rend pas compte. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut être une dérive, si je me permets l'expression,
Est-ce le phénomène de la procréation et les conséquences futures, ou alors l'absence réelle de parents dans l'éducation de l'enfant qui va grandir? Alors, qu'est-ce que cache la procréation médicalement assistée, qu'on pourrait peut-être appeler PMA pour aller un peu plus vite? La PMA, c'est qu'il y a quelque chose derrière de bon. Il y a un désir d'enfant. Un désir d'enfant chez les couples d'hommes, chez les couples de femmes, chez les personnes célibataires. Ça, c'est quelque chose de bon. Mais est-ce que toutes les méthodes sont bonnes pour combler ce désir? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire pour combler ce désir? Aujourd'hui, il y a un culte des désirs qui veut qu'on doit remplir ce désir, quel que soit le prix. Et aujourd'hui, le prix, c'est cette perte de repères. C'est l'enfant qui va être privé d'un père ou d'une mère, dans le cadre de la PMA, qui s'ouvre aux personnes célibataires ou en couple de femmes ou en couple d'hommes. Le pourcentage de ceux qui ont recours à la PMA est quand même très faible si je prends les statistiques que nous révèle la Libre. Donc ça concerne quelle tranche de la population? Plus loin que ça, l'important, ce n'est pas le nombre de personnes concernées, c'est qu'est-ce que c'est en soi. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec la procréation médicalement assistée, le nombre ne compte pas. C'est le problème que ça pose qu'on doit soulever. Vous savez, dans la PMA, les raisons de ces et celles qui ont recours sont diverses. Aujourd'hui, les études scientifiques ont montré que 1 à 3 cas sur 10 d'infertilité de couple provient de l'homme. Ce n'est plus donc uniquement de la femme. Or, c'est le seul moyen de recours pour les couples désireux d'avoir un enfant. Quelle est votre crainte par rapport à la PMA? Au niveau de la marche pour la vie, on a un souci avec la procréation médicalement assistée, c'est que pour avant l'insémination, il y a plusieurs embryons qui sont formés et il y a une sélection des embryons. À ce moment, il faut savoir que les autres deviennent des embryons surnuméraires, on appelle ça, c'est qu'ils sont congelés. Et à 95%, ces embryons vont être détruits. Et là, il y a quand même un souci. Et le souci aussi qu'on a avec la PMA, c'est que maintenant qu'elle est ouverte du coup au couple de femmes, comme il y a un droit à l'enfant, enfin, on revendique un droit à l'enfant qui n'existe pas, mais on revendique un droit à l'enfant, les femmes ont la PMA, du coup les hommes auront la gestation pour autrui. C'est la suite logique des choses. Oui, c'est-à-dire que la science qui fait des recherches et des découvertes est confrontée aux résultats de ces recherches, qui malheureusement débouchent sur des décisions qui enfreignent parfois l'éthique et la morale. Il y a un surnombre d'embryons qui seront détruits. Alors, que préconisez-vous à la marche pour la vie? Pour ceux qui ont un besoin, ce désir d'enfant, il y a des façons tout bêtes, c'est l'adoption. Il y a des enfants qui demandent à avoir une famille, à avoir des parents qui les aiment. Et ces enfants sont déjà là, ils attendent. Mais après, on soulèvera le point qu'effectivement, ce n'est pas leur enfant biologique, mais c'est tout le souci de l'adoption. L'enfant, l'absence des droits de l'enfant, et lorsqu'on met aussi en avant les droits de contraception et le risque que l'on court, quelle analyse faites-vous de cette situation, de ces deux aspects? Sans aller même dans le détail du sujet même, pour moi, le danger se trouve déjà au niveau des décisions que l'État prend. Faut savoir que quand on prend une décision dans la vie, on a beau dire « je vais assumer mon choix », mais il faut vivre avec les conséquences. On ne revient pas en arrière. Et là, en fait, ce que l'État est en train de faire, ils sont en train de prendre des choix dont ils ne connaissent pas les conséquences, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y aura dans 10, 15, 20, 30 ans. Donc ils sont potentiellement en train de détruire la planète. Je prends un exemple. Quand on regarde l'écologie, le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est une des conséquences de l'utilisation du pétrole, etc. etc. Donc, il y a là un grand danger, c'est que l'État trouve des prétextes, des arguments, oui, on a droit à ceci, on a droit à cela, mais ne voit pas les potentielles conséquences négatives et souvent ne présente même pas les conséquences dont elle a connaissance. Donc, c'est plutôt là le danger, selon moi. Et ça devient une information les gens sont mal informés, en fait. Mal informés. Oui. J'aimerais rebondir ici sur une question fondamentale. Vous avez organisé en septembre dernier un séminaire. Donc, l'Alliance afro-européenne de la famille a déjà amorcé des activités. Et vous avez abordé la question justement de la PMA, comme on y est. J'aimerais savoir quels sont les grands points, pour ceux qui n'ont pas peut-être assisté à cette réunion, à cette rencontre, et pour montrer aussi l'impact positif de ce que cette association, cette alliance peut apporter à la société. J'aimerais que vous nous traciez un peu quelques grandes lignes de ce qui avait été dit. Donc il y a eu divers sujets en fait qui ont été abordés. Certes, il y a eu le sujet de la PMA et de la GPA qui, comme Jean l'a soulevé, sont étroitement liés.
Donc ça, c'est une première chose. Mais rapidement aussi, je voudrais préciser que nous avons aussi parlé donc, de la liberté d'expression sur justement les questions fondamentales de la famille. Nous avons parlé de la possibilité donc, de défendre ces questions-là d'un point de vue juridique, donc avec une association que mon ami Déo a récemment rejointe. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Alors en ce qui concerne donc la PLMA et la GPA, ce qui était très intéressant, c'est que la conférencière qui était présente, qui travaille pour l'association La Manif pour tous, donc en fait a parlé du marché de la GPA. En fait, donc de la gestation pour autrui, pour être plus précise. Donc en fait, elle a abordé un aspect dont tout le monde n'est pas toujours au courant, mais qui, heureusement, Dieu merci, maintenant est un peu en train de revenir un peu au centre du débat, même au niveau des politiques, c'est l'utilisation du corps de la femme. C'est l'exploitation même, je dirais plutôt, voilà. Exactement, l'exploitation du corps de la femme, qui, dans le cadre de la GPA, n'est pas différent de l'esclavage. Tout simplement. Ça, c'était une perspective qui a beaucoup intéressé en fait, donc, les personnes qui étaient présentes à son atelier. Donc, elle a parlé par exemple de l'exploitation de femmes en Inde au fin de la GPA. Aujourd'hui, la situation a légèrement changé parce que l'Inde a fermé donc, le marché de la GPA aux personnes qui ne sont pas indiennes, aux personnes étrangères. Donc, bon, ça ne veut pas dire que ça ne se passe plus, mais c'est pour dire, en fait, elle expliquait donc comment dire, tout ce trafic, en fait. Donc voilà, exactement. Tout autour de cette question. Oui, exactement, oui. de cette question de la GPA. Et ça, c'est donc un aspect qu'elle a présenté, qui est très important. Et puis ensuite, bien entendu, elle a rebondi sur ce dont nous sommes en train de discuter maintenant, qui est donc les conséquences pour l'enfant. Donc on en revient encore une fois à ce problème d'identité qui est provoqué, je pourrais dire délibérément, même si, comme Jean l'a dit, donc le désir d'avoir un enfant n'est pas mauvais en soi, mais c'est la méthode malheureusement et les conséquences, comme l'a dit Déo, de la méthode qui nous interpelle. Voilà, donc c'était ces deux aspects-là en fait de la GPA. Donc c'était l'exploitation du corps de la femme et le déni de l'enfant droit à ses parents. Nous sommes ici au cœur de l'Europe, mais je pense que c'est l'occasion pour vous d'attirer l'attention des institutions européennes sur les dangers que courent ces pratiques-là, et donc notamment ces commerces et cet esclavage de la part du corps de la femme. Si vous avez un message par rapport à ces éléments que vous défendez aujourd'hui, il serait lequel? Il est très important que ces intérêts soient évalués de manière pertinente, donc proche de la réalité. Et les intérêts du citoyen, ce n'est pas toujours simplement satisfaire un désir qui peut, en l'occurrence, être passager d'ailleurs. Je veux dire, même dans le cas d'une femme enceinte, elle peut en avoir envie aujourd'hui et demain ne plus en avoir envie. Et l'intérêt du citoyen, donc, c'est une première chose. Donc, c'est pas toujours à confondre avec le désir, ou si je puis me permettre, au risque de choquer l'audience, le caprice de l'individu. Mais c'est aussi l'intérêt de la génération qui viendra ensuite. Ici, l'intérêt de l'enfant, donc la génération suivante, voire même pas uniquement la génération suivante, puisque nous avons déjà aujourd'hui dans notre société des personnes nées de manipulation génétique qui revendiquent un droit à la connaissance de leur histoire. Voilà, cet intérêt aussi doit être absolument pris en compte dans toutes les décisions. Nous sommes au cœur de l'Europe, comme vous venez de le dire. S'il y a un travail de lobbyiste à faire auprès des États, parce que je crois que les États sont aussi indépendants, donc il y a l'institution européenne qui recouvre un certain nombre de membres, mais au sein des États, vous pouvez aussi mener des démarches auprès des États. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des décisions politiques. Je pense que c'est là où votre association peut avoir véritablement des fruits, en s'orientant, en menant un combat auprès des États pour leur faire prendre conscience des risques et des dangers que courent ces genres de pratiques. Oui, absolument. Absolument. En l'occurrence, d'ailleurs, c'était un petit peu comme ça que j'ai travaillé précédemment auprès du Parlement européen. Donc oui, j'appuie ce que vous dites. Ça signifie aussi, bien sûr, nous devons continuer parce que nous sommes encore à l'amorce de cette alliance afro-européenne, mais il y a un travail de fond qui doit être mené dans le sens où on doit bien se tenir au courant de ce qui se passe, de quelles décisions sont prises, suivre un peu l'évolution dans le moniteur belge et tout ce qui va avec, voire même être... comme je disais, à l'amont, donc pas uniquement à l'arrivée, mais voilà, au début des débats. Donc oui, tout à fait. Oui. Pour clore cette question sur l'enfant, les droits de l'enfant,
enfant sans père, hein, vous avez abordé la question de l'enfant sans père, une question qui sera abordée lors de cette conférence, de cette réunion que vous préparez pour le 17. J'aimerais qu'on revienne une dernière fois sur la question de enfant sans père. Vous avez parlé effectivement des dangers, des conséquences par rapport à un enfant qui n'a pas de parents, qui naît dans une famille non équilibrée, Oui. parce qu'il n'y a pas la fibre maternelle ou la fibre paternelle. Tout à fait. On sait ce qui peut advenir. Oui. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme substance, comme conclusion par rapport à cet aspect et que vous voulez attirer l'attention du public à venir vous suivre, à venir vous écouter? Je pourrais dire beaucoup de choses, mais pour vraiment interpeller le public, je veux dire que la crise identitaire dont je parle, elle est présente et même sans le vouloir, nous y participons, malheureusement. Nous y participons en restant passifs. La passivité, c'est un peu de la complicité, délibérément ou non. Mais on peut changer ça. On peut, s'intéresser, voilà, parce qu'il y a des personnes, là je me permets une petite parenthèse, j'ai fait tout à l'heure allusion à des personnes nées de manipulation génétique, ça c'est le mot générique, mais il y a plus de détails, qui revendiquent aujourd'hui un droit à connaître leur histoire. Ces personnes ne sont pas forcément entendues. Nous pouvons leur donner une plateforme. Non seulement nous pouvons, mais nous devrions le faire, dans la mesure, bien sûr, de nos moyens. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être plusieurs, d'où l'intérêt d'une alliance. Ça fait partie des choses que je voudrais vraiment inviter, que nous voulons, pas uniquement moi, mais que nous voulons vraiment inviter le public à considérer, dans un premier temps, peut-être en venant nous écouter donc le 17 février. À partir de là, on peut commencer à parler d'actions plus concrètes. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur un des deuxièmes sujets que vous allez aborder dans le cadre de cette réunion du 17 février qui concerne l'avortement. Oui. Si je vous donne les statistiques ici, donc chaque jour 55 femmes interrompent leur grossesse, un élément publié par un journaliste en avril 2015. Oui. En ce qui concerne la jeune fille, donc en 2011, 87 gamines âgées entre 10 et 14 ans ont avorté. Oui. Donc vous imaginez, donc les conséquences sont cruciales pour ces jeunes. Vous êtes tous jeunes aujourd'hui et je pense que les jeunes peuvent mieux vous comprendre, mieux vous écouter aussi par rapport à les pratiques qui existent aujourd'hui. Parce que quand on est dans sa chambre et qu'on fait tout ce qu'on veut et puis après on arrive avec une situation de grossesse, et bien entendu il y a le droit à l'avortement, mais les conséquences de cet avortement pour attirer l'attention des jeunes, comment vous abordez, comment vous réfléchissez à cette question-là? Il y a un besoin essentiel d'information parce qu'aujourd'hui, on peut me donner le droit de boire de l'alcool, mais c'est le jour où je vais me saouler et que je vais en subir les conséquences que je vais soit le regretter ou soit ne fût-ce que découvrir ce que cachait ce droit. Je pense que les filles qui ont déjà avorté, elles-mêmes honnêtement savent très bien qu'elles ont réalisé que quelque chose a changé. Elles ont réalisé que quelque chose a changé. Il existe des témoignages, il existe pas mal d'informations sur cela. Et je pense qu'il faut s'informer aussi par rapport à qu'est-ce qui se passe réellement lors de l'avortement, par rapport à la vie qui est à l'intérieur de leur ventre, etc. etc. Et donc, moi, j'inciterais les jeunes à s'informer ou les parents à faire le nécessaire pour que les générations qui suivent aient directement accès à ce genre d'informations, parce que je sais que c'est assez tabou dans énormément de familles et ce qui nous, justement, c'est ce qui nous porte préjudice aussi. Voilà une question qui vous interpelle, justement, vous qui parlez de la famille, la question de l'avortement. Aujourd'hui, je crois que la question est encore taboue au sein des familles. Donc, la jeune fille qui découvre sa sexualité ne sait pas très bien comment en faire, dans les dangers qu'elle court. Ouais. Donc, vous, en tant qu'Alliance afro-européenne pour la protection de la famille, vis-à-vis de cette question de l'avortement et de la jeune fille, comment est-ce que vous l'abordez? Alors, je rejoins absolument ce que vient de dire Déo. Je suis une femme moi-même.
heureusement pour moi, je suppose, je peux le dire, je ne me suis jamais fait avorter personnellement. J'ai entendu des témoignages sur les conséquences psychologiques de l'avortement. Mais là, encore une fois, on est au niveau des conséquences que seule une femme qui s'est fait avorter peut comprendre mieux que personne. Donc ici, évidemment, l'idée n'est absolument pas de porter un jugement ou de condamner la femme qui a subi cette procédure. En revanche, le regard que je porte, moi, je reviens vraiment aux origines. Je crois que moi, ce que j'aimerais vraiment soulever, c'est en fait le souci que nous avons au niveau, comme vous le dites quelque part, de ce qu'est l'éducation sexuelle, pour commencer, et d'où devrait venir cette éducation, qui devrait pourvoir à cette éducation. Et en l'occurrence, c'est vrai, en particulier chez nous, les Africains, c'est assez tabou. J'ai rarement dans ma vie rencontré une maman africaine qui parle ouvertement, honnêtement à sa fille de la question. Et donc nous avons les écoles qui s'en chargent, avec tout ce que ça peut apporter, malheureusement, que ça apporte en l'occurrence comme dérive. Et donc on se retrouve dans une situation où malheureusement notre jeunesse... je ne vais pas parler pour tout le monde, évidemment, parce que je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais on arrive dans une situation où on envisage les relations comme... Enfin, on envisage le rapport à l'autre comme de la consommation. On consomme l'autre. On ne parle plus vraiment d'engagement, d'amour, mais oui, il s'agit vraiment de consommation pour son plaisir. Et on arrive à des situations, effectivement, de grossesse non désirée, et donc à l'ultime étape, qui est donc l'avortement. L'événement aura lieu samedi 17 février 2018 à l'adresse suivante, rue de Birmingham numéro 222 à 1070 Bruxelles. L'ouverture des portes est prévue à 14h30. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce programme. Merci de nous avoir suivis. Notre actualité se poursuit à travers notre site d'information www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien. Chance all the